Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. J'étais enceinte de 5 mois. Entre mes jambes, je ressens une forme ronde. Et là, je donne naissance à mon enfant. Puis je vois tout ce sang et je réalise que mon enfant est décédé. Je suis dans la colère de ne pas avoir fait mon rôle de mère. Alors je vois un psychologue et je réalise que c'est pas de ma faute en fait. Il y a un avant, un après. J'ai souvenir de cette sensation vraiment de libération. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invitée à franchir les obstacles et à grandir. Elle a un courage insensé. J'ai eu beaucoup de respect parce que pour moi, par exemple, ce serait probablement insurmontable. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bientôt, Laetitia franchira la porte de la maison. Cette femme libre et heureuse a connu une épreuve tragique, la mort de son premier enfant durant sa grossesse. Mal reconnue et mal accompagnée, cette perte a longtemps rongé Laetitia, qui a bien failli en oublier de vivre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, merci. Entrez. Venez. Mettez-vous à l'aise. Le parapluie. Vous gardez votre veste? Un petit peu, le temps de me réchauffer. Asseyez-vous. Laetitia, je suis ravie de vous rencontrer. Oui. Je vois une jeune femme souriante, épanouie. Je peux me permettre de donner votre âge? Oui, bien sûr. Vous avez 38 ans, vous avez 3 enfants, Oui. une vie agréable et heureuse. Ça n'a pas toujours été le cas puisque vous avez traversé une épreuve terrible. Vous avez vécu un deuil périnatal et vous avez perdu votre petit garçon, Oui. Gabriel. C'est un sujet qui reste tabou parce qu'on sous-estime la douleur d'une maman qui perd un enfant dans ces conditions-là. C'est un deuil qui est souvent nié parce que l'entourage n'a pas eu le temps d'avoir des souvenirs avec cet enfant. Alors que les parents ont totalement investi en fait, cet enfant, ils se sont imaginé l'avenir avec, ils ont pensé à un prénom, etc. Donc en plus de devoir faire le deuil d'un avenir, d'un enfant, il y a un fort décalage qui se crée entre la réaction de l'entourage et le vécu des parents. C'est ça. L'entourage qui a tendance à minimiser alors que les parents sont en souffrance. Oui. Pourquoi vous avez choisi de venir nous voir aujourd'hui et de nous raconter votre histoire? Parce que je pense qu'il faut vraiment libérer la parole autour de ça. Il faut vraiment oser en parler. Il y a toujours de la honte. Alors, il n'y a pas de raison d'avoir honte, mais il y a quand même... De la toujours, honte, vous dites? De la honte. De la honte Ah de oui quoi? Bah, par exemple, typiquement, on dit toujours il ne faut pas annoncer la grossesse avant les 3 mois. Mais pourquoi? Bien sûr. Parce que on sait, tout le monde sait que très souvent, une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas en parler. Il y a quand même un côté honteux. Il y a la honte, il y a la culpabilité. Ça n'a pas lieu d'être, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez mère de 3 enfants. Oui. Je suis trompée. C'est ça. J'aurais C'est dû souvent dire. le cas. C'est souvent le cas. Et j'imagine que je vous ai blessée en disant ça. Non, parce que même moi, en fait, j'ai du mal à... Quand on me pose la question, je ne sais jamais si je dois dire je suis maman de 3 ou de 4 enfants. C'est toujours un peu la problématique. Et j'imagine que justement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour faire vivre Gabriel aussi. Oui, c'est ma façon à moi d'être aussi la maman de Gabriel. Pour venir nous voir, je vous ai demandé de vous plonger dans vos albums de photos et de sélectionner quelques photos qui retracent votre parcours, qui en disent long sur ce que vous avez traversé et ressenti. Donc je vais vous laisser aller les regarder et puis vous nous raconterez votre histoire. D'accord? Avec plaisir. World was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd miss somebody like you. And I wanna fall in love. And I
Oui, bien, merci. Quelles sont les émotions là qui ressortent? Moi, la joie, quand même, principalement. De voir, La joie. la joie de voir que aujourd'hui, 3 beaux enfants en bonne santé, une famille unie, puis d'avoir réussi à traverser tout ça. Alors il y a une photo là Oui. où l'on vous voit à quel âge? Vous avez quel âge sur cette photo? Je dois avoir 9 ans. Ouais. Une petite fille extrêmement souriante qui a l'air super bien dans sa peau. L'adulte que vous êtes aujourd'hui, avec la vie que vous avez vécue, avec les épreuves que vous avez traversées, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que je lui dirais de ne pas oublier de rester dans le cœur, toujours. Même quand j'ai peur, même quand je vis des épreuves, voilà, reste dans le cœur et tu trouveras les solutions. Les parents de Laetitia sont mariés et ont déjà 2 enfants chacun. Lorsqu'ils sont foudroyés par l'amour, ils quittent tout et emménagent ensemble. C'est en 1978 que naît ensuite Laetitia, fruit de cette passion fusionnelle. La petite fille grandira au cœur de cette recomposition familiale où elle occupera une place à part. Moi, j'ai été vraiment le fruit de l'amour. Donc j'ai eu beaucoup de chance pour ça. J'ai été vraiment très, très aimée. Après, j'ai vu voilà, ce que ça pouvait faire, les divorces auprès des enfants précédents. C'est-à-dire que vous avez eu des problèmes de rapport avec vos demi-frères et vos demi-sœurs? Oui, parce que la difficulté, c'était que mes parents, sur moi, ils étaient toujours d'accord, puisque j'étais la seule des 2, alors qu'il pouvait y avoir des différences peut-être de temps en temps avec les enfants précédents. Et puis moi, j'étais toujours mise sur un piédestal, puisque j'étais celle du couple. Donc c'est comme ça qu'ils vous voyaient, vous étiez leur petite merveille. Voilà, je pense que quand on est élevé par des parents qui vous trouvent tellement un être exceptionnel, on finit par y croire. Donc vous êtes très jolie, vous êtes bien dans votre peau, vous avez confiance en vous, vous êtes brillante, vous faites une école de commerce et pas n'importe laquelle. Quels sont vos projets d'avenir? Vous avez envie de faire quoi dans la vie? Moi, j'avais envie de voyager, surtout j'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs, j'avais envie de rencontrer du monde, j'avais envie de vivre des expériences. Donc à l'âge de 24 ans, vous décidez de partir faire un tour du monde, carrément. Oui, j'avais pris un billet tour du monde. J'avais un billet d'une année pour travailler en Nouvelle-Zélande. J'avais des entretiens déjà sur place avant de partir. Donc vous avez rendu l'appartement que vous aviez. Voilà, vendu ma voiture, rendu mon téléphone, j'avais fait un pot de départ, mes amis m'avaient offert des boussoles, plein de choses rigolotes pour partir. Et puis, vous allez à Juan-les-Pins. Qu'est-ce que vous allez faire à Juan-les-Pins? Je vais boire un café avec un copain. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, en fait, arrive un homme mûr, drôle, cultivé, et voilà, qui râle sur des choses, qui parle de ses voyages, différents de tous les hommes que j'avais pu côtoyer jusque-là. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Moi, à l'époque, je me disais, non, mais j'ai 15 ans de moins, 15 ans de moins, et je ne suis pas du tout intéressée, enfin. Puis finalement, si. Et très rapidement, on se dit, bon, bah ok, tant pis, bah, j'annule mon tour du monde. Et puis voilà, une histoire d'amour commence alors que j'étais censée partir, quoi. La vie de Laetitia est bouleversée. Ce coup de foudre lui rappelle celui de ses parents. Impossible de l'ignorer. La fusion est si totale que les amoureux décident d'emménager ensemble et d'avoir un enfant au bout d'1 semaine. Donc je suis tombée enceinte tout de suite. Donc là, vous décidez de vous marier? Ah bah, le mariage de princesse. Hein. Moi qui n'imaginais jamais, ça faisait pas partie de mes rêves de me marier. Et une fois que j'étais rentrée dans la boutique pour les robes de mariée, j'ai pris la totale. Hein. Le voile, les gants, la grande robe. Donc vous étiez enceinte quand vous êtes mariée? Oui, j'étais enceinte. De combien? De 5 mois. Un peu plus de 5 mois. Mais... Donc mariage de princesse et le voyage de noces qu'on peut imaginer à la suite de tout ça aux Maldives. Oui. Alors vous êtes enceinte de 5 mois. Oui. Avant de partir, vous passez un examen quand même de contrôle? Oui, juste avant de partir, je vais quand même chez mon gynécologue. On fait une échographie. Il me garantit que tout va bien, que je peux voyager, que je peux partir.
Donc je pars confiante, vraiment. Donc vous arrivez là-bas, j'imagine, dans un endroit sublime. Oui. Sauf que, au bout de 10 jours, vous avez mal au ventre. J'ai mal au ventre comme des crampes. Donc on était en train de faire le tour de l'île en nageant. Je finis par lui dire, écoute, vraiment, je suis fatiguée, on va retourner à la chambre. Donc on retourne à la chambre, je me mets dans le hamac. Les crampes continuent. Et donc on se décide à appeler le gynécologue en France. Donc on n'était pas très content qu'on le dérange. Et voilà, il nous envoie un peu balader en nous disant mais qu'elle prenne des space-fonds et ça passe. Sauf que je prends un space-fond, 2 space-fonds, je prends 6 space-fonds en un quart d'heure et ça passe toujours pas. Et là, ça commence à devenir vraiment Très douloureux. intolérable. Je transpirais de douleur, ce qui m'était jamais arrivé jusque-là. Et donc là, mon mari me dit écoute, je vais chercher de l'aide. Donc là, je me déshabille parce que j'avais extrêmement chaud. J'avais mon gynéco au téléphone, alors je sais plus comment je passais. Et je lui dis, entre mes jambes, je ressens une forme ronde. Et il me dit, mais vous êtes en train d'accoucher ma pauvre petite ou ma pauvre chérie, quelque chose comme ça. Et là, donc je lâche le téléphone et puis je donne naissance à mon enfant. Votre mari est revenu dans la chambre? Pas encore, non. Non, il était en train de chercher de l'aide, donc je donne naissance à mon enfant. Et donc, était vraiment parfait. Et je réalise en le portant qu'il est trop jeune pour survivre. Donc, j'essaie de le réanimer parce que je ne savais pas quoi faire. Et là, j'entends du bruit dans la chambre. Et donc, je tiens mon bébé, donc, qui était toujours relié à moi par le cordon. Et je sors de la chambre et je vois plein de gens. Et donc, on m'allonge sur le lit et puis je vois tout ce sang. Et puis, et on me demande, le gynécologue me demande, est-ce que vous savez ce que c'est? Je dis, oui, c'est un garçon. Et puis, là, je pense que les plombs dans ma tête sautent. Parce que plein de monde, c'est votre mari qui revient, qui a trouvé de l'aide, oui. Dont un gynécologue qui est en vacances. Oui, là, c'était vraiment une chance parce que donc ce gynécologue à la retraite était en vacances sur l'île en même temps avec sa belle-fille qui est enceinte aussi de 5 mois et demi. Et plus tard, il m'a expliqué que d'habitude, il remplit jamais les fiches clients où il met jamais son métier, enfin son ancien métier. J'ai vraiment eu la chance, je pense que sans ça, je serais morte en fait. Et est-ce que vous avez le temps de réaliser que votre bébé ne respire pas? Non. Ah non, pas du tout. Non, c'était déjà, je n'imaginais même pas que c'était possible. Donc je pense que mon cerveau a juste s'est protégé. J'ai même pas pleuré sur le moment. Hein. Il est trop tard pour l'enfant. Au milieu de l'océan Indien, aucune structure hospitalière ne peut prendre en charge ce grand prématuré. Si Laetitia ne pleure pas, elle est pourtant en grande détresse physique et psychologique. Transportée dans un dispensaire, elle perd lentement pied. Je suis allongée sur une table en métal, entourée de femmes qui sont voilées. Et l'infirmier ne me touche pas parce que je suis une femme. Et là, on attend. Voilà, ma tension baisse et on attend 3 jours à ce que je sois autorisée à reprendre l'avion. C'est-à-dire que pendant 3 jours, vous n'avez aucun traitement, personne ne vous donne des soins, rien du tout. Non. Et votre bébé est où à ce moment-là? Alors en fait, mon bébé avait été ramené dans un drap et il était à côté de moi sur un meuble juste à côté. À un moment donné, mon bébé n'est plus là. C'est-à-dire? On l'a enlevé de la pièce parce que je dormais à moitié, j'avais une tension extrêmement basse. Mais là, vous avez compris que votre bébé ne vit pas ou pas? Oui. À ce moment-là. Oui. Là, j'ai compris que en fait, il y aurait pas de bébé. Il n'y aurait pas de tout ce qu'on avait prévu. Non, ça c'était non, ça s'est arrêté là. Et donc là, je sens que vraiment, moi, je sens que je perds pied. Je sens que je suis vraiment tirée par que j'ai le choix en fait, que j'ai le choix d'arrêter là, de partir. Et qu'est-ce qui vous raccroche à la vie? À ce moment-là, mon mari vient me voir et je vois qu'il est complètement en désarroi, qu'il pleure. Et c'est ça qui m'a fait revenir. Parce que je me suis dit, non, c'est tellement dur que je ne peux pas le laisser tout seul. Et vous avez demandé où était votre bébé? Oui. Et la chance que j'ai, c'est qu'une des personnes qui était sur l'île, une des personnes de l'hôtel,
a été présente pour enterrer mon bébé. Donc il a été emmailloté dans une feuille de bananier et il a été enterré dans un cimetière juste à côté du dispensaire sur l'île. Et elle a fait une prière pour mon enfant. Donc pour moi, c'est hyper important parce que qu'une personne ait reconnu son existence et ait été présente pour l'enterrer, ça montre qu'il a existé. Vous étiez dans quel état d'esprit, vous, à ce moment-là? Oh, j'avais envie de rentrer à la maison. J'en pouvais plus. J'étais épuisée. Voilà, je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais juste rentrer chez moi. À son retour en France, Laetitia interroge son gynécologue. Elle veut comprendre, mais ses questions restent sans réponse. Fatiguée, amaigrie, Laetitia s'enferme alors dans sa douleur. Personne n'arrive plus à l'atteindre. Et là, comment vous vous êtes sentie? Perdue. Je savais plus quoi faire, en fait. Je savais plus... Je devais revenir d'un voyage de noces heureuse. Tout s'était très bien passé. Donc, l'ordre logique des choses aurait été que voilà, je continue ma grossesse, qu'après, il y a un bébé. Là, je reviens, mais il n'y a plus de grossesse, il n'y a plus de bébé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui va se passer par rapport aux autres? Comment les autres vont me voir? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter? Les gens ne sont pas au courant. Donc, comme ils me voient plus enceinte, ils me disent « Ah, bah alors, ça y est, ce beau bébé, il est où ?» Je vais à la pharmacie pour prendre des médicaments. Et comme la carte vitale n'est pas mise à jour, la pharmacienne n'est pas au courant. Donc là, c'est dur parce que c'est tellement frais que... Donc, on sait pas quoi faire. Est-ce que je pars en courant? Est-ce que j'assume? Est-ce que je raconte? Mais le problème, c'est que quand on explique, les gens sont mal à l'aise. Donc il faut se prendre en plus la réflexion. Ah oui, là les réflexions, il y en a beaucoup. Par exemple, entendre « Oh, mais tu es jeune, t'en auras un autre ». Ou alors « Ah, mais si c'est arrivé, c'est qu'il y avait un problème ». Ça minimise, voilà. Moi, ce qui venait de m'arriver, c'était la fin du monde, c'était un cataclysme, c'était... Puis j'y pensais en permanence, ça tournait dans ma tête, je comprenais pas. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? À quel moment? J'aurais peut-être pas dû partir. J'aurais peut-être pas dû manger ça. D'où ça vient? Pourquoi? Parce que on n'a jamais trouvé la cause, la raison, puisqu'on n'a pas pu faire d'autopsie, parce que c'était loin. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Donc, quand on s'entend dire oh, mais c'est qu'il devait y avoir un problème. Et puis tu es jeune, t'en as un autre. Mais oui, mais ok, c'est pas la question. C'est celui-là qui me manque. Je l'ai porté 5 mois et demi dans mon corps, je l'ai senti bouger. J'avais un prénom pour lui, enfin. Comment ça s'est passé avec vos proches, votre famille? Alors, sur le moment, j'avais de la colère, par exemple, sur l'entourage. En fait, ils ne réalisent pas ce que j'ai vécu. Ils ne réalisent pas que accoucher à 5 mois et demi, c'est pas juste perdre du sang dans la culotte, quoi. Pour moi, mon enfant est décédé. C'est pas juste un raté, c'est pas... Et en plus, vous comprenez que c'est un sujet tabou? Ah oui, oui, j'apprends que ma propre mère et une de mes sœurs ont aussi fait une fausse couche. Donc, j'apprends à ce moment-là. À un terme aussi avancé que vous? Non, plus tôt. Beaucoup plus tôt. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé? En quoi c'est un secret? En quoi c'est... Et je pense que le comportement de vouloir rassurer l'autre en lui disant tu es jeune, t'en auras un autre, passe à autre chose, allez c'est bon maintenant, t'en as assez parlé. Ça part d'une attitude bienveillante, mais au final, les conséquences sont vraiment très dures, parce que ça minimise la peine, c'est une forme de déni. Vous lui avez donné un prénom à cet enfant? Oui. Gabriel, oui. Prénom magnifique d'ailleurs. Ça veut dire qu'il figure sur votre livret de famille? Non, alors moi non, parce qu'en fait c'est arrivé il y a 13 ans. Et en plus, c'est arrivé à l'étranger. Donc, j'avais pas de médecin sur place qui a pu faire le papier qui m'aurait permis de l'inscrire sur un livret de famille. Ça vous paraît important de le faire? Ah, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'une fois qu'on n'a pas le bébé, ça montre qu'il a existé. C'est pas juste un truc abstrait, un concept, une idée. Donc, c'est vraiment essentiel qu'il soit inscrit parce que pour réussir à dépasser ça, il faut le placer à sa juste place. Il
faut qu'il soit inscrit quelque part dans la lignée familiale, dans la famille. Et voilà, le livret de famille, c'est ça. Laetitia ne trouve personne à qui parler du vide qui se creuse en elle. Sa souffrance est muette. C'est peut-être pour la conjurer que quelques mois après la mort de Gabriel, elle décide avec son mari d'avoir un autre enfant. J'avais besoin de ramener de la vie dans ma vie. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable d'avoir un enfant en vie. Alors au début, je me sentais pas prête parce que je pense que instinctivement, je savais qu'il fallait pas que je fasse un enfant tout de suite pour pas que ça devienne un enfant pansement ou un enfant de remplacement. Donc j'ai attendu un certain temps et comme... Juste, pardon, vous dites instinctivement, c'est parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'avez pris... Enfin, vous ne vous êtes pas fait aider psychologiquement? Alors j'ai été aidée psychologiquement, enfin, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on m'a dit, je suis allée voir un psychologue, mais qui m'a pas du tout apporté de soulagement. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, ce que vous préconisez aujourd'hui avec le recul. Mais là, donc, vous sentez que faire un bébé tout de suite, ce serait pas une bonne idée. Voilà, jusqu'au moment où voilà, mon mari me dit, écoute, là, je pense que vraiment c'est nécessaire et voilà, je m'en remets à lui et j'accepte. Donc j'ai de la chance, je tombe enceinte rapidement. Ça, c'est déjà un bon point, parce que je me demandais même si ça pouvait encore fonctionner, parce qu'on est tellement déstabilisé au niveau de sa confiance en soi qu'on remet tout en question. Donc grossesse difficile, évidemment, puisque grossesse très angoissée, donc grossesse très suivie, très médicalisée. À 5 mois et demi, au même terme que où j'ai perdu Gabriel, donc là j'ai été hospitalisée parce que j'étais tellement... Stressée, voilà. angoissée. Voilà, que du coup, j'avais beaucoup de contractions. J'étais hospitalisée 1 mois. Mais j'ai la chance que la grossesse arrive quasiment à terme et j'accouche d'une petite fille magnifique. Ça aussi, c'est une chance que ça a été une petite fille. Oui. Ah oui, vraiment, parce que j'avais pas de possibilité de confondre. C'était pas le même sexe. Comment elle s'appelle? Nina. Nina. Nina, qui a aujourd'hui 12 ans. Vous êtes quel genre de mère avec Nina? J'imagine que vous devez surinvestir votre rôle de mère. Ah oui. À peine elle toussait, j'étais chez le médecin. Au niveau du sommeil, je mettais la main comme ça pour être sûre qu'elle respirait. Voilà, j'ai tout fait pour elle. Hein. Je l'ai massée, j'ai fait ses petits pots. J'étais tellement heureuse d'avoir réussi à avoir un enfant. Là, j'étais totalement investie dans mon rôle de mère aussi. Et puis Samuel qui arrive. Combien de temps après Nina? 3 ans, un peu plus de 3 ans après Nina. Grossesse difficile aussi? Oui, oui, toujours. Donc à nouveau, la même chose. Là, je travaillais. Et donc là, je décide moi-même de m'extraire de mon travail parce que voilà, j'ai tellement peur pour ma grossesse, j'ai tellement peur pour mon enfant. Vous faisiez quoi comme travail? J'étais responsable de communication pour un hôtel de luxe sur la Côte d'Azur. Voilà, je fais comme je peux, au mieux. Et du coup, je ne deviens plus qu'une maman. Donc vous avez 2 enfants? Oui. Nina et Samuel, un mari? Oui. C'est le bonheur? Sur papier, c'était censé être totalement le bonheur. Mais dans la réalité, en fait, dans mon cœur et dans mon esprit, je ne le vivais pas comme ça. Parce que j'étais soit trop contente, soit hyper déprimée. Je faisais ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, je m'étais conditionnée. Alors voilà, être une bonne mère, c'est faire ça pour mes enfants. J'étais pas dans ma vie, quoi, en fait. C'était terrible parce que c'était omniprésent tout en étant caché, invisible, parce que j'avais pas le droit j'avais interdiction d'en parler à mes 2 enfants. Interdiction de qui? En fait, mon mari, à l'époque, pensait qu'il fallait pas en parler parce que c'était un peu morbide. Sauf que du coup, moi, à chaque date anniversaire, c'était de pire en pire. C'est-à-dire que je pleurais, je revivais l'événement, je pleurais toutes les larmes de mon corps. À aucun moment, dans toute cette vie, toutes ces années, j'ai affronté le deuil de Gabriel. Le silence qui a entouré la mort de Gabriel devient assourdissant et finit par avoir des conséquences inattendues. Sa fille aînée, Nina, accumule d'inquiétantes insomnies. Ses parents consultent alors un pédopsychiatre qui demande à voir la petite fille, seule à seule. Elle revient et elle nous dit « Votre enfant va très bien. Par contre, vous avez eu un premier enfant qui est décédé. » Et donc là, moi, je me liquéfie.
On est d'accord que vous ne lui en y avez pas. Ah, je n'en avais jamais parlé. Donc là, mon mari est dans une colère noire. Parce que, mais comment vous osez parler de ça alors que nous, on n'en parle pas? Vous auriez dû nous demander. Et elle nous dit, mais écoutez, les enfants ont une intelligence émotionnelle. Elle le sait. Vous êtes en train de dérégler son 6e sens. Et si vous mentez à votre enfant sur quelque chose aussi important, comment voulez-vous que vous fasse confiance pour d'autres choses beaucoup plus basiques? Donc moi, je suis mal, mais en même temps libérée d'un poids énorme, parce que je me dis, enfin, enfin, je peux en parler. Et elle me regarde, elle fait, par contre, vous, ça va pas du tout. Il faut vraiment que vous preniez soin de vous et il faut faire quelque chose. Et puis, il y a l'épisode de vos 30 ans. En fait, à mes 30 ans, et je sais pas pourquoi, une de mes amies me demande est-ce que ça va. Et ce jour-là, à ce moment-là, au lieu de porter le masque, en fait, tout ce que j'avais retenu depuis des années pour faire une bonne figure, parce que c'était moi, hein, quelque part, c'est moi qui me suis imposé ça, c'est moi qui me suis imposé de toutes ces règles, tous ces codes. Vous étiez quoi, dans le déni total? Ah oui, j'étais totalement dans le déni, de ce que je vivais, en fait. Je minimisais. Je voulais tellement réappartenir à la société, me réintégrer au groupe, ne pas être la pauvre fille qui a perdu un bébé et que personne n'a envie d'entendre de son histoire, que moi-même, je m'étais persuadée que c'était pas grave. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Vous vous prenez en main, vous allez consulter? Oui. Alors, je vois un psychologue. Je sais qu'elle fait des thérapies brèves et je sais qu'elle s'occupe de personnes comme moi qui ont vécu des deuils particuliers et des traumatismes. Avec notamment l'EMDR. Donc c'est une technique d'hypnose où vous devez suivre un doigt comme ça? Alors il n'y a pas de doigt, mais c'est une forme d'hypnose, complètement. Et ça plonge, ça permet de retrouver ce qui est bloqué dans l'inconscient. C'est un deuil traumatique. Donc en plus de gérer un deuil, il y a aussi à gérer le trauma qui bloque des fois le travail de deuil. Et alors il y a un moment particulier qui remonte? Ah oui, complètement. On replonge dans le trauma. Et je revis la naissance de Gabriel, pour en fait que cet événement soit remis à sa juste place et que le temps reprenne son cours. Parce que j'étais bloquée finalement au temps du trauma. C'est pour ça que je le revivais en permanence, c'est pour ça que je n'avançais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous accouchez à nouveau? Alors, je ne revis pas l'accouchement, mais je revis le moment où je le porte dans mes bras. Et je suis dans la colère parce que quelque part je lui en veux de m'avoir fait vivre ça. Vous êtes dans la colère contre ce petit bébé? Contre lui, contre moi, contre nous. Je suis dans la colère. Et contre moi, beaucoup contre moi. De ne pas avoir réussi à le réanimer, de ne pas avoir réussi à le garder en moi, de ne pas avoir fait mon rôle de mère. Et je réalise que ça n'a pas de sens, que ça reste mon enfant, que je l'aime, que lui, en tant qu'enfant, il m'aime aussi, et que je peux juste rester dans l'amour, en fait. Que même s'il est décédé, je peux continuer à l'aimer, et que c'est pas de ma faute, en fait. Quand ça se passe, tout ça, vous le formulez avec des mots? Oui. Vous lui parlez? Je demande pardon. Ouais. Et... Pardon. Et de là, je suis en paix. Il y a un avant, un après. J'ai replacé ça autrement. J'ai reconstruit l'événement. Et voilà, j'ai remis les choses à leur juste place. J'ai souvenir de cette sensation vraiment de libération. Ça y est, je respire à nouveau. En fait, je réalise que je peux vivre en paix avec ça. Vivre en paix, ça ne veut pas dire que je vais l'oublier. Ça ne veut pas dire que je vais être une mauvaise mère pour cet enfant. Que j'ai le droit d'être heureuse à nouveau, qu'il m'autorise totalement à être heureuse à nouveau. Que rire, sourire, c'est pas l'oublier, c'est pas... Donc ça change complètement, complètement ma perspective sur la vie. Donc quoi, vous prenez des décisions? En fait, je réalise que
Pour inculquer des choses à mes enfants, c'est plus par l'exemple que je vais réussir à leur apprendre des choses que par ce que je vais leur dire. Donc ça sert à rien de leur dire, écoutez, soyez heureux, si moi je ne le suis pas. Cette thérapie entreprise par Laetitia lui ouvre les yeux sur bien des choses et en premier lieu sur la distance qui s'est creusée entre elle et son mari après la mort de Gabriel. Pour le bien de leurs enfants, ils décident de divorcer. Et il se trouve que vous retrouvez une ancienne connaissance. Oui, un amour de jeunesse. Quelques mois après ma séparation, des amis communs nous font nous rencontrer à nouveau. Et vous lui parlez évidemment de Gabriel, ça ne Oui, c'est la l'effraie première pas chose que je lui dis. Ouais. Et là, il a la bonne réaction. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à me rassurer. Il cherche pas à... Il me sort pas un poncif. Il cherche pas à minimiser. Il me regarde et il me dit « Ah oui, quand même, tu as vraiment vécu quelque chose de dur. » Et je me dis « Ah ben, ça c'est bien. » Il sera avec ça. nous tout à l'heure, Oui. Julien. Donc il nous fera part de son ressenti. Oui. Vous habitez ensemble Oui. et vous décidez d'avoir un enfant. Voilà. Alors moi, j'avais pas du tout prévu d'avoir d'autres enfants, parce que j'avais un garçon et une fille. Je voulais pas repartir dans les grossesses. Pendant les grossesses, c'était dur, Difficile. quoi. C'était difficile. Et puis, comme il n'a pas d'enfant, puis on s'aime tellement, donc je finis par accepter. Et donc, Sauf que là, c'est la première fois que vous tombez enceinte. après avoir soigné après être en paix avec mon vécu. Donc alors une grossesse totalement différente. Donc la grossesse réparatrice, vraiment une grossesse apaisée, même jusqu'à l'accouchement. Ça c'est. C'est fou, ça. Hein. Ouais, ça c'est une de mes plus belles réussites, d'avoir réussi à accoucher sans avoir peur. Sarah, je l'attendais tellement pas, parce que après avoir divorcé, je ne m'attendais pas à revivre l'amour à nouveau, et encore moins avoir un autre enfant. Alors là, Sarah, et puis voilà, Sarah, quoi. Sarah, l'enfant totalement magique et qui recrée le lien avec même Samuel et Nina, que tout le monde attend, le cadeau, quoi. Et Gabriel, il est où dans cette... Gabriel, c'est mon premier, premier fils. C'est-à-dire quoi, qu'il est présent? Alors oui, bah, par exemple dans ma salle de bain, j'ai une photo de tous mes enfants à la naissance. Alors Gabriel, j'ai pas de photo à la naissance, j'ai une photo de moi enceinte. Mais il est présent, il est dans la lignée, il est dans la fratrie. Mes enfants savent qu'il a existé. Par exemple, avant-hier, je parlais avec Samuel et il me demandait mais pourquoi Gabriel pourquoi il est mort, Gabriel? Et je dis bah, parce qu'il est né trop tôt. Donc son corps n'était pas suffisamment fini, abouti pour pouvoir vivre. Et comme j'ai accouché ailleurs que dans un hôpital, bah, il n'a pas pu être pris en charge, tout simplement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre parcours? Bah, qu'il faut pas minimiser sa souffrance, il faut pas la nier, il faut lui faire face, il faut la vivre, et il faut s'autoriser à aller mieux. Il faut que l'entourage aussi, au lieu de ne pas oser en parler parce qu'ils ont peur de remuer le couteau dans la plaie, j'aurais aimé qu'on me parle, qu'on me dise les choses, j'ai pas fait quelque chose, j'ai rien fait de mal en fait. Il y a 3-4 jours, j'ai une amie qui, elle, a perdu un bébé à la naissance et qui est en vacances et qui a écrit le prénom de Gabriel sur le sable, qui m'a envoyé la photo. Et je me suis dit, mais c'est la première fois de ma vie qu'une autre personne que moi écrit son nom. Ça m'a touchée, mais qu'elle le fasse juste exister. Vous avez besoin de donner du sens aussi à tout ça, en vous investissant auprès des autres. Oui. Alors vous avez commencé par aller dans un service de soins palliatifs. Voilà, je suis rentrée dans une association d'accompagnants en soins palliatifs qui s'appelle Albatros 06. Il faut juste accueillir l'autre, l'entendre, être présent, lui signifier que c'est pas parce qu'il est en fin de vie qu'il est mort, en fait. Il est en fin de vie, il y a vie. Donc il est encore en vie.
Et je pense que je suis allée vers ça parce que moi, j'ai eu la sensation d'être sortie de la société avec mon vécu. Et revenir accompagnante, c'est en fait leur apporter ce que moi je n'avais pas. C'est-à-dire, ok, je te vois, je vois ce que tu es en train de vivre et je suis capable d'être à tes côtés. Après, rapidement, j'ai monté un groupe de parole. Un groupe de parole sur quoi? Sur le deuil périnatal, évidemment. Où donc j'accueille des parents qui ont vécu un deuil périnatal et on discute ensemble, on libère la parole. Ils ont un lieu, un temps où ils peuvent en parler librement, sans se sentir jugés, sans avoir peur de gêner l'autre, sans avoir peur de rabâcher. Et c'est magique parce qu'on voit l'évolution, on voit le simple fait de pouvoir en parler, à quel point ça aide. C'est incroyable. Je suis assez bouleversée par vous, d'abord parce que je vous trouve ravissante. Merci. Et puis parce que un petit bout de femme comme ça, si jeune, qui a déjà tellement réfléchi sur la vie, sur la mort, sur comment vivre sa vie, comment se respecter, comment se trouver. Merci de votre confiance. Merci. Et puis j'ai envie de vous dire bravo pour tout, parce que je suis impressionnée, vraiment impressionnée. Et puis surtout, je trouve que c'est tellement utile, votre témoignage, tellement utile. Vous allez aider tellement de personnes. Bon, on va souffler un peu. Et puis, je vais aller chercher vos proches parce que j'ai hâte de les rencontrer aussi et de leur demander comment ils ont vécu tout ça. Je vais les chercher? Oui. Ok, je reviens là. Merci beaucoup. Cela paraît presque facile lorsqu'on écoute Laetitia parler. Elle a la pudeur, de ne pas dire la difficulté de la reconstruction. Pourtant, une question nous préoccupe tous. Comment a-t-elle fait ? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses proches, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. La perte de ce bébé, c'est vraiment un événement dans le sens où il y a un avant et un après, et que la vie n'est plus la même. Et l'idée, ce serait de pouvoir transformer, grâce à son travail, le regard du public. Elle a donné un sens à tout ça. Après, libre à chacun de transformer ça en quelque chose de positif. Et elle l'a très bien fait, puisque aujourd'hui, pour moi, elle est revenue sur son chemin. Un chemin qui est extrêmement bon pour elle. C'est très valorisant et très enrichissant pour elle et pour les autres. Quel moment! Et je disais à Laetitia qu'elle va certainement renseigner beaucoup de personnes dans la même situation, qui sont en souffrance et qui, grâce à elle, vont trouver des petites lumières pour retrouver un chemin de vie plus apaisant. Alors Julien, on vous a évoqué bien sûr dans ce récit, vous êtes de vieille connaissance. Vous aviez quel âge lors de votre première relation amoureuse? Je devais avoir 25 ans, je pense. Et vous, Laetitia, à ce moment-là? Vous aviez le même âge? 22. Oui, 21-22, on a 3 ans d'écart. C'est ça. Donc elle nous disait, Laetitia, qu'un malentendu vous avait séparé. Ça veut dire quoi? Que par la suite, vous avez eu du mal à l'oublier? Ah bah c'est que je l'ai jamais oublié. Oui. Et ça se traduisait comment? bah, je pense que je l'ai cherché dans beaucoup de femmes que j'ai eues dans ma vie, en fait, inconsciemment. Chercher quoi? Bah, j'arrivais toujours qu'à trouver des bouts, en fait. Des bouts Donc de ça pouvait être du caractère, ça pouvait être de la séduction, ça pouvait être de l'imaginaire, de la culture, tout ça. Mais je la retrouvais pas. Mais c'était inconscient. C'est-à-dire, j'étais pas en train de chercher un clone. Je me suis rendu compte a posteriori que je la recherchais et que j'en trouvais que des parties, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe le jour où vous vous retrouvez? Donc, j'ai compris que c'était chez un de vos copains communs. En fait, on avait en commun, finalement, son grand frère. Donc, vous lui devez beaucoup, quand même, à cet homme-là. Tout à fait. Et donc, il se passe quoi? Vous vous retrouvez, donc, et vous vous dites quoi, vous, Julien? Est-ce que vous aviez peur d'être déçu en la revoyant? Non. Non, non. Comment vous l'avez trouvé? Changé? Quand je la retrouve, en fait, je sais rien de tout ce qui s'est passé dans les 10 années précédentes. Donc, en fait, j'ai aucun élément qui me permette de situer le contexte, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a confié la détresse qu'elle avait connue?
Beaucoup d'émotions. J'étais un mélange de... J'étais comme un peu triste pour elle, qu'elle ait eu à surmonter quelque chose d'aussi difficile. Surtout que c'est une épreuve d'une taille qui pour moi était inconnue. Je ne savais pas qu'on pouvait être confronté à ça. Elle a été frappée par la justesse de votre réaction, parce que il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être minimisé, pas vous. Ça dit, vous avez marqué des points à ce moment-là. Mais j'en avais pas marqué il y a 10 ans, donc en fait, je pense que ces années qui étaient passées m'avaient permis de trouver la maturité pour arriver à gérer les émotions que je ressentais à son contact. Donc j'étais beaucoup plus aligné et j'ai absolument pas effectivement ni minimisé les choses, ni eu de quelconque réaction conventionnelle. J'ai accepté l'émotion en fait. Alors vous dites que vous étiez tous les deux alignés à ce moment-là, et donc vous avez décidé de vous rejoindre sur une ligne commune, puisque vous avez décidé d'emménager ensemble et de faire un enfant ensemble, ce qui n'est pas rien. On n'a pas tout décidé en même temps. On a fait, assez vite quand même. Il paraît que vous êtes dorloté pendant la grossesse. Ah oui, vraiment. Ouais. Ouais, c'est assez enfantin. C'est juste que quand j'ai réalisé que finalement tout ce qu'elle absorbait est passé par le cordon ombilical, je me suis dit génial, je peux dorloter 2 personnes. Et je me suis mis vraiment à cuisiner, à la dorloter. C'est surtout que j'avais envie, et on avait envie que la grossesse de Sarah se passe vraiment bien en fait. Quand je dis bien, c'est surtout qu'elle soit insouciante et donc le fait de dorloter, je pense que ça faisait partie en fait. C'est un des plus beaux spectacles dont j'ai été témoin quand je l'ai vu porter Sarah. Malika, il est top, je confirme. Julien. Non Je confirme, cette grossesse a été... Enfin, moi qui ai assisté aux 2 premières, ça n'avait absolument rien à voir. Alors, vous connaissez depuis quand, toutes les deux? Depuis 20 ans. C'est-à-dire quoi, que vous étiez étudiantes ensemble? Oui, en première année d'école de commerce, on s'est rencontrés, on était dans la même classe. Et on ne s'est plus quittés depuis. Elle était comment à ce moment-là? Elle était un peu moins profonde, on va dire. Voilà, la vie et ce qu'elle a vécu a permis qu'elle aille chercher en elle ce qu'elle avait déjà, de toute façon. Mais c'était beaucoup plus profond, c'était beaucoup plus loin. Voilà. Mais on a tout de suite vraiment accroché énormément ensemble, sachant qu'à cette époque-là, ça va pas nous rajeunir, mais il n'y avait pas Internet. On s'écrivait des lettres, voilà, puisqu'on a été très vite séparés en fait. Et voilà, on a créé cette amitié qu'on a fait perdurer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps en fait. Mais oui. Voilà. Donc vous avez su qu'elle ne partait pas faire son tour du monde, qu'elle avait rencontré l'amour, qu'elle s'est mariée. Oui. Vous étiez au courant de sa grossesse? Oui. Et comment vous avez appris le drame? En fait, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'on ne peut pas oublier ce genre d'événements. Je travaillais et j'étais dans ma pause déjeuner et on a une amie en commun, Katia, qui m'a appelée en larmes et qui m'a annoncé entre 2 sanglots que Laetitia venait de perdre son bébé. Et je savais pas trop quoi faire parce qu'évidemment elle était très loin. J'ai juste abandonné mon assiette et je suis retournée à mon entreprise et je suis allée m'enfermer dans les toilettes et j'ai pleuré parce que c'est vrai qu'on se dit à cet âge-là ça n'existe pas en fait. On peut pas tout allait très bien. Pourquoi on comprend pas en fait. Donc voilà, et voilà comment ça s'est passé. Donc j'oublierai jamais. Vous avez pleuré et vous lui avez écrit? Alors oui, je lui ai écrit parce que je n'avais pas de moyen de communiquer avec elle. Et en fait, le moyen que j'ai trouvé, je me suis dit, ok, je vais lui écrire cette lettre. Je pense qu'elle la recevra pas tout de suite parce qu'elle n'était pas encore rentrée en France. Mais je sais que je pouvais, par le biais d'une lettre, tout lui dire. Lui dire quoi? Alors c'est très difficile de trouver évidemment les mots dans ce genre de moment, mais je savais juste qu'elle avait besoin d'entendre que j'étais là et qu'au moment où elle aurait besoin de moi, je pourrais être évidemment l'oreille attentive et bienveillante dont elle aura besoin. Et je savais que c'était pas tout de suite. Je savais qu'aujourd'hui elle serait incapable de me parler, de parler tout court de ça, de toute façon, mais que ça viendrait et qu'il fallait qu'elle le sache. Et qu'en attendant, je la laisserais un peu.
Voilà. Parce que de toute façon, pour des raisons médicales, de toute façon, déjà, je ne pouvais pas lui parler. Voilà. Alors Delphine, vous êtes psychologue, vous travaillez toutes les deux dans ces groupes de parole, spécialisés dans les deuils périnatales. Justement, j'ai envie de vous questionner sur le mode d'emploi pour les proches, justement quand on est confronté à un drame pareil. La lettre de Malika, c'est formidable que cette jeune femme, si jeune, ait su quoi écrire et mesurer l'importance de devoir exprimer sa présence. C'est une très jolie intuition en fait, parce que c'est probablement ce dont avait le plus besoin Laetitia à ce moment-là, sentir que ses plus proches sont présents pour elle, en trouvant la juste distance et en étant prêt à l'accueillir le moment venu. Donc je trouve qu'effectivement ça a été très intuitif et très juste, très adapté. Laetitia nous a beaucoup parlé tout à l'heure des maladresses qu'on commet parfois en voulant bien faire, en voulant être bienveillant. Quels conseils vous donneriez? Parler de ses proches, des réflexions terribles qu'on entend quand on est dans cette situation. Tu es jeune, tu auras un autre enfant. Oui. Donc tout cela minimise évidemment la douleur. Alors c'est compliqué pour les personnes les plus proches parce qu'elles sont elles-mêmes déjà très affectées et souvent très démunies. C'est un véritable chaos dans l'ordre naturel des choses, à la fois pour les personnes directement concernées, mais aussi pour les proches. On peut imaginer les grands-parents, les frères et sœurs. Pour eux aussi, c'est une sacrée épreuve. Et donc les réactions sont fonction aussi des mécanismes de défense de chacun. Comment ils vont pouvoir s'ajuster en fonction de leur propre détresse à la souffrance de l'autre. Et une souffrance qui est là totalement inédite, indicible, extrêmement violente. Donc comment réagir dans une situation pareille? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Mais effectivement, il y a peut-être des maladresses à éviter. Vous les avez citées. Le déni, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à supporter pour les personnes concernées. Les parents endeuillés sont dans une souffrance terrible. Et parfois, la société, les amis ont tendance à fuir. À s'isoler, enfin à se protéger eux-mêmes. Hein, et donc c'est terrifiant pour les personnes concernées parce que ça les isole encore plus et les réactions sont souvent assez peu adaptées. Mais c'est un sujet qui est tellement peu abordé dans la société que c'est difficile de savoir comment se comporter. Mais justement, on est là pour ça. Hein. On est là pour en parler et pour renseigner. Enfin, je dis on, mais c'est surtout Laetitia qui a donc a fondé ces groupes de parole et qui a écrit un livre. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça a été aussi un moyen, j'imagine, de donner du sens et de se reconstruire. Ça s'appelle L'instinct de vivre, un joli livre. Malika, donc on va revenir sur votre amitié toutes les deux. Vous voyez votre amie devenir maman par la suite de Nina, de Samuel, prendre son rôle de maman très à cœur, avoir à cœur d'être une maman parfaite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à l'époque de tout ça? C'est difficile pour moi, parce que alors déjà il y a l'éloignement géographique, parce que moi j'habite Paris, elle habite sur la Côte d'Azur. Et en fait, ça a été difficile parce que tout ce qui constituait son essence, tout ce que j'ai toujours aimé chez elle en tant qu'amie, c'est pour le coup mis au second plan, voire même au troisième plan. Par exemple? Par exemple, elle a toujours eu un côté très sûr d'elle, très cash, moi qui m'a toujours beaucoup plu, parce que je suis un peu comme ça aussi. Et ça me faisait beaucoup rire en fait. Et elle est rentrée un peu plus dans un modèle de maman parfaite, de femme parfaite, et donc de femme très lisse. Ce qui est aussi très sympathique, mais je savais que c'était pas elle. Vous étiez inquiète? Un peu, oui. Oui, j'étais inquiète. Mais je savais que ça allait forcément à un moment donné déboucher sur autre chose. Alors justement, le soir des 30 ans, j'imagine que vous êtes à ses côtés. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé concrètement, en fait, on a fait la fête chez elle et ensuite on est allé danser et en fait on est sorti de la boîte de nuit à je ne sais pas quelle heure du petit matin et on s'est retrouvés sur le parking et là ça a été vraiment le pic de son mal-être parce que là pour le coup elle a vraiment fait tomber le masque. Voilà, la fête aidant puis le fait qu'on soit tous aussi autour d'elle. Elle
elle a tout lâché et elle nous a dit que vraiment elle avait très envie de retrouver cette personne qu'elle était et elle savait pas comment encore et surtout elle était très soucieuse du bien-être de Nina et Samuel. C'était vraiment sa priorité et qu'elle voulait absolument ne pas leur faire de mal. Super anniversaire. Enfin, avec le recul, oui, super anniversaire. Et aujourd'hui, vous pensez quoi, Malika? Vous la trouvez comment? Vous pensez quoi de son parcours, du sens qu'elle a donné en travaillant dans ces centres de soins palliatifs, en créant ces groupes de parole, en écrivant ce livre? Mais justement, c'est tout à fait ça. Vous l'avez très bien dit, elle a donné un sens à tout ça. Enfin, moi, personnellement, au niveau de mes convictions, il arrive jamais rien sans rien. Et à tout malheur, c'est dur à dire sur le moment, mais après, libre à chacun de transformer ça en quelque chose de positif. Et elle l'a très bien fait, puisque aujourd'hui, pour moi, elle est revenue sur son chemin. Et en plus, un chemin qui est extrêmement bon pour elle, mais qui est aussi bon pour les autres. Et je trouve ça très important. Ouais, elle est géniale, cette amie-là. C'est mon amie. Bah oui, je comprends. Je comprends. Et Delphine, est-ce que vous trouvez ça logique que ce mal-être se soit exprimé le soir de ses 30 ans? Ça, effectivement, c'est intéressant parce que finalement, le soir de ses 30 ans, c'était probablement un événement dans sa vie. Et ça, c'est peut-être venu réactiver en fait un événement majeur de son existence. Et la perte de ce bébé, c'est vraiment un événement dans le sens où il y a un avant et un après, et que la vie est plus la même. Hein, c'était un moment festif, c'était un moment... Je ne m'attendais pas à passer cet anniversaire-là, c'est sûr. En même temps, c'est aussi un moment où on change de dizaine, donc on fait des bilans aussi. Le soir d'un anniversaire, on fait un bilan sur sa vie. Oui, c'est très symbolique, hein, les dates d'anniversaire, c'est très chargé émotionnellement. Et effectivement, les dizaines, on a coutume de dire que les 30 ans, les 40 ans, c'est quand même des caps importants. Oui, et puis ça s'arrange pas C'est des après. occasions de bilan. Peut-être que si. Pouf. Les 30 ans, c'est un cap particulier. Hein, et on peut aussi imaginer que le contexte de retrouver un certain nombre d'amis, d'être dans un contexte festif ou une espèce de libération des émotions, là on est tard dans la nuit, il y a peut-être quelque chose qui s'est fêlé dans la mesure où probablement Laetitia était une personne qui a des mécanismes de défense qui sont assez solides, qu'elle met en place. Et puis contre toute attente, là où elle s'y attend donc pas du tout, quelque chose se brise puisque c'était pas en place à ce moment-là. Et c'est un peu venu la prendre par surprise, l'accueillir dans un moment d'émotion intense. Et bim. Alors, on va parler de ce que vous faites toutes les deux, de ces groupes de parole, des conseils que vous donneriez. On a beaucoup appris du témoignage de Laetitia. Donc, la première idée, c'est évidemment de ne pas minimiser la douleur. Alors effectivement, le risque, ce serait de banaliser ou de minimiser, comme pour se rassurer, une espèce de fausse réassurance. Parfois même dans le monde médical, donc je travaille dans une clinique depuis une dizaine d'années, et parfois même les personnes directement concernées, les médecins, ceux qui sont en première ligne, qui sont eux-mêmes aussi très sensibles dans ces situations-là, peuvent avoir des réactions du style « vous en aurez d'autres ». La vie continue, faut avancer. Pardon, mais les médecins devraient suivre des formations psychologiques parce qu'ils ne sont pas toujours les meilleurs pour énoncer des diagnostics ou pour... Oui, c'est très étonnant, mais eux-mêmes sont démunis. Bien sûr. Et même en souffrance dans ces situations-là. Donc eux-mêmes sont vulnérables et peuvent, par réaction, avoir des phrases malheureuses. Je pense que c'est pas tant pour minimiser la peine de la personne qui vient de subir cette perte, mais presque pour se rassurer eux-mêmes. Concrètement, pour des proches, moi je voudrais que vous donniez des conseils concrets. Pour des proches démunis, il faut être présent, il faut être à l'écoute. Est-ce qu'il faut engendrer ou initier le dialogue sur ce sujet-là? Alors c'est assez subtil comme attitude, c'est-à-dire que il faut être prêt à accueillir, y compris l'émotion.
C'est-à-dire que parfois le réflexe, c'est que quand les personnes en souffrance se mettent à avoir des émotions, on peut tout de suite avoir envie de les apaiser en tendant un mouchoir ou en changeant de sujet, histoire de ne pas les mettre en difficulté. Il faut bien imaginer que ces larmes, elles sont parfois bénéfiques. Elles ont du sens et effectivement, chercher à tout prix à les éviter ou à les sécher, c'est peut-être pas la bonne attitude. Après, c'est subtil aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à la personne concernée de parler dans le moment, un moment qui est inopportun. C'est important de choisir le moment et donc d'être suffisamment à l'écoute et suffisamment sensible pour sentir à quel moment la personne a envie d'en parler. Parce qu'il y a certains soirs où justement on a envie de penser à autre chose et ce serait assez maladroit de venir, entre guillemets, remuer le couteau dans la plaie. Il y a aussi d'autres moments où au contraire les personnes ont envie d'être soutenues, accompagnées. Il peut y avoir aussi des moments symboliques comme les dates anniversaires. Et donc c'est une fausse croyance que de se dire il vaut mieux pas en parler pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Ça, je crois que c'est la pire croyance, oui. C'est presque le déni. Je crois que c'est la pire chose qu'on puisse faire, puisque ce serait ne pas donner acte à cette souffrance, ne pas la reconnaître. Et c'est précisément ce dont ont besoin les personnes qui sont victimes d'une telle souffrance. C'est de pouvoir être reconnus, entendus et accueillis tels qu'ils sont dans ces moments-là. Un mot par rapport aux enfants. Laetitia nous disait qu'elle n'avait pas voulu en parler, enfin en accord avec son mari à l'époque, n'avait pas voulu en parler avec les enfants. Or, on s'est rendu compte que les enfants comprennent tout. Ils ont une intelligence émotionnelle. Quels seraient vos conseils par rapport à des enfants? Est-ce qu'il faut leur dire la vérité et comment le leur dire? Alors, bien sûr, si le décès a lieu alors que des enfants, une fratrie existe, il est indispensable de leur en parler, puisqu'ils ont vécu la grossesse, ils s'attendent donc à une naissance, et ce serait insupportable pour l'enfant et un chaos total de ne pas pouvoir mettre de mots et d'explications sur le fait que ce bébé disparaisse sans mots. Là, dans le cas de Laetitia, le décès a eu lieu avant la naissance des enfants. Donc la question s'est posée différemment. C'est important de leur en parler. La question, c'est quand et comment, puisque ça fait partie de leur histoire, qu'ils en ont une conscience ou une inconscience même. Ça les façonne, ça fait vraiment partie d'eux, puisque ça fait partie de l'histoire de leurs parents ou de leur mère. On ne peut pas faire comme si cette histoire n'existait pas. J'ai rencontré d'ailleurs des personnes qui sont venues en thérapie et qui racontent qu'elles ont appris 30 ans plus tard qu'un frère ou une sœur les avait précédés. Et c'est extrêmement violent pour eux, ça peut être insoutenable comme vérité. Donc c'est important que ce ne soit pas un secret de famille et que ça fasse partie de leur histoire. Et alors avec quels mots? Lorsque les enfants sont petits comme ça, quand ils ont 2-3 ans, comment on explique? Alors, je pense que le mieux, c'est qu'ils le sachent depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que dès leur conception, ils sachent qu'ils ont eu un frère ou une sœur aînée, ou à travers une grossesse ou un enfant qui est né, et qu'il puisse même y avoir des traces de cette grossesse. Par exemple, qu'ils aient vu éventuellement une photo, un doudou, leur maman enceinte, qu'ils aient connaissance du prénom. Nous, depuis le départ, chez nous, il y a une photo de Laetitia quand elle portait Gabriel. Et c'est vrai que dans le cas de Nina et Samuel, c'est normal que vous soyez posé des questions, c'est naturel. C'est lié à l'onde de choc et du trauma et qui en plus résonne dans le couple, quoi. Mais ensuite, finalement, Sarah, depuis le départ, elle sait que dans l'ordre, il y a eu Gabriel, Nina, Samuel, puis Sarah, quoi. Et c'est étonnant parce que... et ça, je trouve que c'est très important, effectivement. Que ça soit pas un secret, mais pas simplement que ce soit pas un secret, que finalement, ça soit dans l'histoire. C'est inscrit dans l'histoire. Familiale et que ce soit finalement un des éléments de l'histoire, je pense. Et alors l'idée qu'on donne du sens à un drame comme celui-là en ayant envie de se tourner vers les autres, en se réorientant complètement, puisque elle a fait des études de commerce, de marketing,
Et là, au fond, elle s'éclate et elle s'enrichit en aidant, en étant utile aux autres. Est-ce que ça vous paraît être un parcours logique et souhaitable? Oui, bien sûr. Bon, on le voit très bien dans le cas de Laetitia qui s'épanouit dans cette expérience. C'est souvent un parcours qui permet aux mamans qui ont vécu ça de finalement sublimer un petit peu cette expérience. C'est-à-dire, comme disait Malika, qu'est-ce qu'elle va en faire et comment elle peut, elle aussi, inscrire dans sa trajectoire cet événement de vie. Et là, dans le cas de Laetitia, je pense que ça a plusieurs fonctions. Effectivement, la fonction d'un travail sur soi, comme à travers l'écriture. Certains vont peindre, choisir une voie plus spirituelle. Chacun va avoir son parcours pour sublimer un petit peu cette expérience. Et puis là, il y a aussi une dimension du changement social. Je pense qu'il y a une souffrance très forte liée justement à la société et à ses manquements peut-être. Et l'idée, ce serait de pouvoir transformer, grâce à son travail, le regard du public, le regard des proches quand ils sont concernés par un drame comme celui-ci, le regard des soignants éventuellement. Et il y a déjà eu beaucoup de chemin de fait sur ce plan-là, et que ça puisse avoir une incidence et même générer un changement dans la société. Donc c'est très valorisant et très enrichissant pour elle et pour les autres. Qu'est-ce que ça vous apporte, Laetitia? En fait, je fais ce que j'aurais aimé obtenir quand j'étais dans ma phase un peu trouble. Et de voir en plus que ça fait écho, que réellement des personnes sont soulagées. C'est tellement gratifiant. Enfin, moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Ça me prend pas d'énergie, ça me donne de l'énergie. C'est là où on se trompe souvent, on croit que aider les autres c'est fatigant, mais pas du tout. C'est très gratifiant. Regarde de Julien, quand elle vous a dit qu'elle allait suivre une formation pour s'occuper de gens en soins palliatifs, comment vous avez réagi, vous? Vous êtes dit quoi? J'étais pas surpris. J'ai eu beaucoup de respect parce que pour moi, par exemple, ce serait probablement insurmontable d'aller me confronter à certaines peines. Alors que je trouve qu'elle a un courage insensé. Je pense pour surmonter ça, elle a certainement aussi réussi à améliorer son rapport en fait à la mort, au deuil, et donc elle est capable entre guillemets de s'approcher du feu sans se brûler, quoi, je dirais. Et puis ça veut pas dire qu'elle en revienne indemne, parce que parfois ça la bouleverse. Mais comme tu l'as très justement dit, je pense que ce qui vient équilibrer tout ça et neutraliser tous les effets négatifs, c'est finalement ce que ça lui apporte de faire du bien à l'autre, finalement. Et je vois, par exemple, sur son livre, elle a eu des retours de personnes qui ont lu ce livre vraiment très reconnaissants. Et c'est vrai qu'assez vite, finalement, je l'ai vu plus souvent ému par ce que la personne avait vécu, tout en étant presque de sourire avec les larmes aux yeux, quoi. Tout en étant de se dire, ça me fait vraiment plaisir que ça l'aide, en fait. En tout cas, on a envie de lire ce livre. C'est un livre plein de vie, de force, d'espoir et un hommage à la vie. Et finalement, on se le disait tout à l'heure dans la cuisine, Laetitia, réfléchir à la mort, c'est mieux vivre sa vie. Plutôt que de l'occulter. Pour pouvoir vraiment apprécier la vie et bien la vivre, il faut avoir un peu réfléchi à la mort, je crois. En tout cas, moi, je suis très touchée, bouleversée, passionnée par votre témoignage, et je le disais tout à l'heure, il sera très utile aux autres et à ceux qui liront votre livre ou qui vous ont écouté aujourd'hui. Et puis, dans tout ce qu'on a évoqué, on a parlé beaucoup de réorientation, de vie, de parcours de vie. C'est une manière aussi de refuser la fatalité et de s'ouvrir à la vie. Et c'est ce dont on va parler avec nos dénicheurs, notre équipe de personnalités qui traquent justement tout ce qui peut répondre à des problématiques de la société. On va beaucoup parler de ces réorientations professionnelles avec eux, donc je vais les accueillir, ils vont nous rejoindre.
Donc ils ont réfléchi à tout ça. Voici Luc, Émilie et Charlotte. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, je parlais justement de réorientation professionnelle ou de parcours de vie intéressant. Émilie, vous intéressez, vous, à l'entreprise en général, mais pas forcément du côté du profit, mais plutôt des innovations sociales. De quoi vous allez... Enfin, on se tutoie, hein. Oui, on se tutoie, ouais. De quoi vas-tu nous parler alors aujourd'hui? Eh bien, écoute, Sophie, tout à l'heure, tu m'as dit que Laetitia était en train d'opérer un changement de vie. Eh bien, Laetitia, vous êtes pile dans la tendance, puisque 39% des Français aujourd'hui rêvent de tout plaquer. Et il existe des tickets pour changer de vie, pour ceux qui ont envie d'oser ce changement. Et on va en parler tout à l'heure, parce que j'en ai quelques-uns à distribuer. Et je crois que Laetitia connaît bien ces tickets, puisque j'en fais partie. Elle en fait partie. Elle va Vous en avez décroché un. J'ai eu mon ticket. Voilà, et elle va nous raconter qu'elle devient grâce Entrepreneur social grâce à... Voilà. Charlotte, elle teste, elle. Alors moi, je suis allée rencontrer Séverine, qui est aussi une maman qui a complètement changé de vie, pour créer des produits d'entretien naturels qu'on fabrique soi-même. Donc voilà. Donc elle a créé son entreprise aussi. Exactement. Ouais, elle a tout quitté à son deuxième enfant parce qu'en fait elle s'apercevait qu'elle était en train d'intoxiquer ses enfants avec les produits ménagers de sa maison. Et du coup, elle s'est dit bon, là il y a quelque chose qui ne va pas, donc je change de vie et je vais me lancer dans une aventure personnelle. Et Luc? Sophie m'a dit que, voilà, les filles l'ont dit, que vous étiez en train de créer votre entreprise. Eh bien, comme vous, il y a tout un tas de mamans qui petit à petit se mettent à fonder, à monter leur boîte. Et en France, en fait, ce phénomène est en train de prendre un petit peu d'ampleur. On les appelle les mompreneurs. Mom qui viennent de maman, la contraction de maman entrepreneur, quoi, les mompreneurs. Aux États-Unis, elles sont déjà 7 millions. Alors chez nous, le chiffre est bien moindre, mais c'est une tendance qui voit le jour petit à petit. Mais alors c'est quoi? Ce sont des mamans qui restent chez elles et qui travaillent depuis chez elles? Alors voilà, pas mal. L'idée c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on a des enfants, c'est un petit peu compliqué d'allier la vie professionnelle, aller les chercher à l'école, s'occuper de la maison et s'occuper de son travail, parce qu'on vit quand même dans un pays moderne où les tâches ménagères sont encore assurées à 80% par les femmes, même quand papa et maman travaillent. Il y a un truc bizarre là. Ouais, un truc bizarre. Et donc voilà. Et c'est vrai que quand on vient d'avoir un premier ou un deuxième enfant, on se dit allez, on repart dans le système d'aller au bureau, d'aller en entreprise. Et c'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'en France, 40% des patrons français estiment que les mères au travail ont un, je cite, défaut de flexibilité. Elles ne seraient pas assez flexibles quand on leur dit de rester à bas. Ben non, je peux pas, faut que j'aille chercher les enfants. Et 30% des patrons craignent plus que tout le prochain congé maternité. Donc moi je peux les comprendre, ces mamans qui décident j'arrête, moi je monte ma boîte, je me mets à mon compte, parce que grâce à ce statut d'auto-entrepreneur et grâce à Internet, eh bien elles arrivent à travailler de la maison et donc elles peuvent s'occuper de leurs enfants. Voilà. Alors elles travaillent dans quel secteur? Alors voilà, il y a deux types de profils de ces femmes-là. Soit elles reprennent à leur propre compte l'activité qu'elles avaient déjà, d'accord, elles se mettent à leur compte, soit elles décident qu'elles vont se tourner vers des métiers, enfin des entreprises autour de l'enfance, autour des femmes, autour de l'aide à la personne. Voilà, ça c'est vraiment les profils qui se dégagent le plus, on va dire. Alors justement, on a appelé des femmes comme ça qui ont monté leur boîte. Alors voilà, je vais vous présenter Isabelle. Voilà Isabelle. Isabelle, 40 ans. Elle était cadre dans la grande distribution et travaillait plus de 60 heures par semaine. Quand elle a eu son deuxième enfant, elle s'est dit non, c'est plus possible. D'accord? Et donc Isabelle, eh bien maintenant, elle a monté une entreprise de fêtes pour enfants. Elle organise des anniversaires, des baptêmes. Elle garde les enfants des gens quand ils veulent faire un événement ou des choses comme ça. Vous voyez, voilà. Et donc Isabelle, eh ben, alors elle a perdu beaucoup d'argent, mais elle a gagné en qualité de vie. Hein, vraiment, elle est très contente. Ça, c'est Emma. Emma, 36 ans. Elle vivait seule avec son petit garçon qui s'appelle Edgar, qui avait 5 ans. Elle n'y arrivait plus. Elle était dans l'événementiel. Elle était travailleuse indépendante et elle devait partir à 6 h du matin pour rentrer à 22 h le soir. Elle voyait plus son enfant. Elle a déménagé. Elle est allée s'installer à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Et elle a monté sa propre boîte d'événements. Elle organise des concerts. Là, elle est dans la même branche qu'elle avait auparavant, mais à son propre compte. Et bien maintenant, elle voit son fils. Donc c'est pas mal. Alors l'écueil de ça, parce qu'il y a quand même un écueil, il y a quand même une difficulté, c'est que quand on est maman, épouse
et chef d'entreprise, eh ben, on a en gros 3 métiers, entre guillemets, à gérer en même temps. Et alors, vous savez de quoi je parle? C'est un peu ça chez vous. Et donc... Non, mais elle va nous raconter, Laetitia, après, parce qu'il y a pas mal de raisons qui vous ont conduite à monter votre entreprise, justement. Et donc, on va parler de Ticket for Change. Exactement. Alors, Ticket for Change, c'est une association qui a été fondée en 2014 par Mathieu Dardaillon, Joséphine Boucher, Adèle Gallet et Jonas Guyot. Ils ont entre 25 ans et 30 ans. Et en fait, en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une tribune dans le journal Libération qui s'intitulait « Jeunes de France, barrez-vous ». Et eux, quand ils ont vu cette tribune, ils ont eu un choc et ils se sont dit « mais pourquoi est-ce que les jeunes auraient envie de se barrer alors qu'ils ont du talent et qu'ils peuvent entreprendre en France pour résoudre des vrais problèmes par lesquels on est tous concernés, le chômage, le gaspillage alimentaire, aider les réfugiés, le réchauffement climatique ou encore des problématiques auxquelles on ne pense même pas parce qu'elles ne nous concernent pas de prime abord, mais comme la vôtre, Laetitia. Et alors, ils aident les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, à concrétiser des projets et à devenir des entrepreneurs sociaux, donc qui ont donc une mission, réparer en gros la société, hein, c'est un peu ça. C'est génial. Et vous avez été sélectionné. Voilà. Hein. Donc, vous avez monté votre entreprise, vous avez eu un projet d'entreprise qui a été sélectionné. Donc, on va comprendre le mécanisme avec Émilie. Mais au fond, vous aviez envie de monter une entreprise justement destinée à ces femmes qui ont vécu un traumatisme et qui n'arrivent plus à fournir à leur boulot, c'est ça? Voilà, en fait, j'ai, de par mon vécu personnel et de par l'expérience que j'ai avec les parents qui vivent un deuil périnatal, j'ai réalisé que un des grands problèmes des mamans, c'est le retour en entreprise. Le niveau d'angoisse est extrêmement élevé. Et quand on retourne en entreprise, c'est d'une telle violence qu'elles finissent soit par démissionner, abandonner leur poste, dans plus de 10% des cas, et dans plus d'un cas sur 2, elles partent en congé maladie ou thérapeutique. Donc en plus de faire le deuil de leur enfant, elles font un gros trou dans leur carrière professionnelle. Parce que quand elles arrivent sur leur lieu de travail, les salariés ne savent pas comment réagir. Donc souvent, ça se fait de manière implicite, c'est-à-dire on ne dit rien. Donc pour la maman, c'est très violent parce qu'elles se disent mais je reviens et tout le monde fait comme si de rien n'était. Alors qu'on ne peut pas, c'est faux de penser qu'on va dans l'entreprise et on ferme la porte des émotions. Hop, on fait un petit truc comme ça. Non, c'est faux. En fait, on est des êtres humains et le travail, c'est minimum 8 heures par jour. Et pendant 8 heures par jour, on ne peut pas faire comme si ce qui nous était arrivé dans notre vie privée n'avait pas d'impact dans le travail. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un impact à plus grande échelle que ce que je fais aujourd'hui avec le livre, le blog ou les groupes de parole. Et j'ai candidaté pour Ticket. Et j'ai eu l'heureuse surprise d'être sélectionnée. Comment vous les avez connus, vous? Je les ai connus par les réseaux sociaux. J'ai vu passer une annonce comme quoi on pouvait candidater à un programme, ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai eu la joie d'apprendre que j'étais sélectionnée alors que je m'y attendais pas du tout avec mon sujet. Mais finalement, voilà, le monde change, les choses, on évolue, les mentalités évoluent. Et il y a des jeunes qui réalisent, qui considèrent que voilà, il y a des vides. C'est d'utilité publique, Tout à fait. cette entreprise. Alors en fait, donc cette association, il y a deux en fait manières. Elle aide de deux manières les gens qui ont une idée, les Français qui ont une idée, qui ont envie de passer à l'action. La première, c'est une formation gratuite sur Internet et accessible à tous. Donc vous pouvez aller sur coursera.org, c'est une formation qui a été créée en partenariat avec HEC et qui vous aide à comprendre comment devenir entrepreneur social. La formation elle a été suivie par plus de 35 000 personnes en France et ça a donné lieu à 3 000 vocations et à 300 projets qui concrètement ont éclos. Et après, il y a effectivement le programme qui est beaucoup plus sélectif qui s'appelle Ticket for Action. Donc là, c'est quand vous avez déjà une idée, comme c'est le cas de Laetitia, et que vous êtes prêt à passer à l'action. Vous candidatez. Pour la promotion 2016, il y a eu 300 candidatures et 55 personnes ont été sélectionnées par un jury sur des critères non académiques, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être autodidacte. Vous devez avoir entre 18 et 80 ans, voire plus si affinité, et vous devez surtout avoir une idée et une motivation d'en faire. Pas forcément de diplôme, on n'est pas... Voilà, c'est ça. Oui. Mais alors, autodidacte. ils les aident comment ? Alors, comment est-ce qu'ils les aident ? Eh bien, donc, il y a ce programme de 6 mois donc, que vous intégrez. Alors, il y a des séminaires, vous êtes coaché par des professionnels, vous suivez bien évidemment un cours, et puis vous partez, ça c'est le point d'orgue du programme, et vous allez nous raconter les émotions que vous avez ressenties, vous partez pendant 12 jours pour un tour de France à la rencontre
d'entrepreneurs sociaux qui ont vraiment changé les choses, qui ont déjà fait bouger les lignes, à la rencontre de grands patrons qui sont déjà très reconnus. C'est génial. Et puis, vous êtes en immersion, tous ensemble, avec des gens qui ont envie de changer le monde. Donc, vous prenez une énergie incroyable. Et surtout, c'est un ticket pour agir, mais c'est aussi un ticket pour l'introspection. Parce que je crois que c'est vraiment des entrepreneurs qui ont fait ce programme. Il y en a eu 150 jusqu'à aujourd'hui. Je crois que vous ressentez des émotions très intenses. Qu'est-ce que vous avez Oui, ressenti, complètement. vous? C'est vraiment très intense et c'est un vrai accélérateur. C'est-à-dire qu'on part avec une idée et on rencontre tellement de gens et on se dit « mais c'est possible en fait ». Voilà. Et d'ailleurs, vous avez fait une très belle rencontre avec Thomas Oui. Wolf. Oui. Racontez-nous. Donc c'est un coach qui a créé le site On passe à l'acte, qui est vraiment un acteur dans tout ce qui est innovation sociale. Ouais. Et donc lui était présent lors du tour pour nous aider, pour nous guider. Et il est venu vers moi, il connaissait déjà mon projet. Il est venu vers moi en me disant ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu un problème aussi pénible que le tien, sans solution alternative. Et lui m'a juste dit non, mais c'est dur, c'est très très pénible, mais c'est pour ça qu'il faut que tu sois là. Donc ça m'a totalement libérée. Et c'est vraiment un accélérateur parce qu'on rencontre tellement de patrons, tellement de professionnels, tellement de personnes aussi qui l'ont fait. C'est-à-dire ils sont des preuves vivantes que c'est possible. Alors, Laetitia, vous avez commencé en juillet, je crois. Vous en êtes où là aujourd'hui? Ça a déjà beaucoup avancé parce que... Mais avancé, c'est-à-dire que votre entreprise existe? Alors, donc moi je suis déjà auto-entrepreneur. J'ai un accord de principe avec donc une grande société qui accepte de prendre mon offre de service dans ce qu'elle va proposer. Je ne peux pas encore donner le nom parce que c'est pas signé. Qui va vous donner du travail. Voilà, pour début 2017. Et c'est pas fini puisque le programme n'est pas terminé. Au mois de décembre, on rencontre des investisseurs. Où là, voilà, j'ai peut-être encore la possibilité de signer d'autres contrats ou d'avoir peut-être des sponsors ou des mécènes. Oui, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est un accélérateur. Donc, bien évidemment, c'est un accélérateur. Vous faites une introspection, vous validez votre idée, comme ça a été le cas auprès de gens qui comptent au niveau entrepreneurial. Et puis ensuite, c'est un accélérateur parce que vous rencontrez des acteurs qui peuvent vous financer. Vous avez un réseau, des investisseurs. Et puis voilà. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid et puis ça grandit. Et puis d'ailleurs, Thomas Wolf vous donne un coup de main d'ailleurs pour votre site internet. Voilà. Donc après, il y a des connexions. On est rentré dans un réseau, quoi. Et du coup, exactement. Et même entre nous, les 55 participants, on se crée, on est notre premier écosystème. Parce qu'on s'entraide entre nous, on a chacun des compétences et on les partage. Alors finalement, juste si je peux faire la synthèse de tout ça, c'est que vous avez une formation d'école de commerce prestigieuse et puis donc vous avez changé de vie, de réorientation, mais là vous revenez quand même aux premiers amours avec en plus du sens dont vous avez hérité à travers tout ce que vous avez vécu. On peut dire ça comme ça? C'est ça. Donc c'est formidable. Quel est le regard de Malika là-dessus? Je trouve ça, c'est plus qu'essentiel parce qu'aujourd'hui le monde de l'entreprise, moi je le trouve en souffrance. En tout cas sur tout le côté humain et le côté ressources humaines qu'il n'y a presque plus. Et il faut redonner de l'humanité dans le travail. Il faut redonner de la légèreté aussi et du bien-être et encore plus dans un milieu où on en a extrêmement besoin. Donc moi je suis très admirative et je trouve ça génial. Charlotte va nous présenter une autre maman qui a décidé de devenir mompreneuse. Voilà, exactement. J'ai rencontré Séverine donc au Mans. En fait, elle est pendant son congé maternité justement de son deuxième enfant. Elle a la trentaine. Elle s'occupait donc de la maison. C'est elle qui se faisait le ménage justement. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle était allergique à ces produits ménagers. Elle faisait des réactions. Et en fait, ça a vraiment eu un impact sur elle. Et elle s'est dit mais je suis en train d'intoxiquer toute ma famille en fait, mes enfants les premiers et nous-mêmes aussi. Et elle s'est dit, je peux pas continuer comme ça. Et elle a eu une super idée et elle a commencé à faire ses produits elle-même. Et en se renseignant, elle s'est rendue compte qu'avec 7 produits naturels, on pouvait faire tout le ménage de fond en comble, de façon naturelle. Et du coup, elle a eu envie de partager ça avec tout le monde et elle est en train donc de se développer vraiment avec une boîte qu'on reçoit chez soi pour du coup fabriquer ses propres produits et c'est économique, naturel et efficace. Et efficace, bien sûr. Et du coup, je suis partie au Mans pour fabriquer mes produits. Moi, j'avoue, au début, j'étais un peu sceptique parce que c'est toujours la même chose. C'est on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de faire le ménage. Si en plus je dois fabriquer mes produits, voilà. Non mais c'est vrai. Du coup, j'étais un peu sceptique et après une journée avec elle, je le suis plus du tout. Pas au Mans.
Bonjour, Séverine. Bonjour, bienvenue, c'est Charlotte. Oui, Enchantée. Bon, bah alors bienvenue chez moi. Je suis contente parce qu'a priori, c'est toi qui viens faire le ménage à la maison. Ah oui, c'est ça. Je suis une main-d'œuvre gratuite. C'est ça, il va falloir remonter les manches, mais ça va. C'est déjà fait. J'ai découvert qu'avec seulement 7 ingrédients, on pouvait faire tous les produits d'entretien de sa maison. Et puis, c'est le seul moyen de savoir exactement ce que contient le produit, c'est de le faire soi-même. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Je te propose de faire un liquide vaisselle. Du coup, on va commencer par l'acide citrique. D'accord. C'est l'équivalent du citron. Donc ça va être quoi? Pour la blancheur? Pour Ça va être le côté dégraissant. Dégraissant, tac. Ensuite, on va mettre les cristaux de soude. Nos grands-mères, elles utilisaient ça très couramment pour faire les lessives, nettoyer les sols. Et alors du coup, tu fabriques tes produits ménagers tout le temps? Ouais. Donc tu ne consommes plus rien de grande surface? Avant, j'étais comme tout le monde, j'utilisais les produits du commerce. L'idée était de venir à faire autrement, parce que là, vraiment, il y a l'enjeu aussi de protéger ses enfants aussi de différentes sources de pollution. D'accord. Alors attention, je te préviens avant, en fait, ça va mousser. Ça va mousser? J'adore, c'est le petit chimiste. Voilà, tu vas verser vraiment l'eau très très tranquillement. D'accord. On va s'arrêter là. Vraiment. Ça sent bon en tout cas. 6, 7, 8, 9, 10. Super. Ok. Bon, et ben Agri, tu as fait ton premier liquide vaisselle. Ouais, félicitations. Quelle fierté. Félicitations. Il n'y a plus qu'à l'essayer, ce liquide vaisselle, pour voir si c'est efficace. On y va. Allez, on y va. Donc, je te propose de laver ces 2 verres que je t'ai préparé. Il est un petit peu sale, c'est fait exprès. Ça mousse bien, là. Tu as très bien fait ton liquide vaisselle, vraiment. Ouais. C'est effectivement les mêmes effets qu'un liquide vaisselle classique que j'ai l'habitude d'utiliser. Je fais aussi des ateliers dans le but de sensibiliser les enfants aux produits d'entretien toxiques. Est-ce que ça te dit de venir avec moi pour faire l'assistance? Oui, je veux voir comment les enfants réagissent aux produits ménagers naturels. Super. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, au ménage. Je vous propose de vous installer et puis sur l'autre table, voilà. Je vais vous montrer des produits que vous connaissez très bien. Donc je vais vous les faire passer, puis vous allez me dire si vous les connaissez, ces logos. Oui. Bon, alors celui-là, c'est mon préféré. Ah, oui. Vous savez ce que ça veut dire? Un poisson pas très en forme. Ah oui, tu peux le dire, il est pas très en forme. Donc ça veut dire que c'est très très mauvais pour l'environnement. Comment on faisait avant? Vous avez une idée? On allait dans la rivière et on nettoyait tout. Et on utilisait quoi comme produit? Le savon de Marseille. Ouais. Les gros savons avec une tête de chat sur... En fait, on utilisait des choses qui existent dans la nature. Et donc, du coup, on faisait tous ces produits avec et ça marchait très bien. Et donc, comme ça, on ne polluait pas la terre, on ne polluait pas différentes choses. Donc, on va arriver à faire ce qu'il y a de plus intéressant, c'est-à-dire faire nous-mêmes notre produit. Et on va faire le produit vitre. Alors, on va enlever le spray. Alors, on enlève le spray. On va passer un à un pour venir mettre du vinaigre. Donc là, c'est des poches d'eau et puis là, des poches de vinaigre. Oh non! Ça va être passé. Tu veux que je le fasse? Bravo! On va rajouter l'eau et le produit sera fini. Alors, comment tu t'appelles? Julien. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris, vous, aujourd'hui? Faire attention aux symboles, ça pollue, l'environnement. Ça tue l'environnement. C'est bien. Je mets un petit point vert pour dire qu'il n'y a pas de problème avec ça, que c'est garanti. D'accord, très bien. Je sais pas comment on écrit ça pour ça. 100%. 100% t'écris 1, 0, 0. Voilà. Une petite bulle et là une autre petite bulle.
C'est ce que j'aime bien avec les enfants, c'est que vraiment, en fait, ils tiltent tout de suite. Qu'est-ce que Quand tu je fais? serai grande, je voudrais être écolo. Est-ce que les enfants, vous avez envie de changer les choses à la maison? Oui. Waouh. Soyez fiers, c'est vous qui l'avez fait. Quand je serai grande, je voudrais être écolo. Il faut lui apprendre qu'elle peut l'être dès toute petite. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut... Quels sont les produits ménagers Oui. que l'on peut faire? Le principe, donc, c'est on reçoit une boîte qu'on commande sur Internet. Donc, ça se présente comme ça. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça coûte 56 €. D'accord. Donc, en fait, on reçoit un livre de recettes. On reçoit des packaging, enfin pardon. Carrément, donc c'est une boîte pour les fabriquer soi-même. Exactement. Je croyais qu'on recevait une boîte des siens, moi, qu'elle avait déjà fabriquée. Non, donc il y a 7 produits naturels, comme du bicarbonate de soda. Ah ouais, tu mets, c'est super. C'est important. De l'acide citrique, de la mousse naturelle à base de coco, pour le pouvoir moussant, de l'acide citrique pour le pouvoir brillant, enfin tout ça est donc naturel. Et ce qui est super, c'est qu'elle a fabriqué des flacons doseurs. Donc en fait, voilà, vous savez qu'il faut mettre ça de vinaigre blanc, ça de bicarbonate, un peu d'huile essentielle parce que donc tous les composants donc sont naturels jusqu'à l'odeur. Et j'ai aussi appris un truc incroyable, c'est que déjà si vous voulez commencer avant de peut-être faire vos produits, commencez par acheter des produits neutres et non colorés parce qu'il paraît que les colorants c'est encore pire que des produits non colorés Donc en termes de pollution. Ça coûte 56 €? Alors ça coûte 56 €. C'est pas donné. C'est pas donné, mais On attendez, tient vous allez combien de voir. temps? En fait, c'est super économique, c'est-à-dire qu'on tient 3 à 6 mois. Et un produit comme ça revient à 50 centimes. Donc c'est écologique et économique. Voilà, produit naturel, économie, ludique, parce que justement, on peut faire ça aussi en famille, du coup. Alors comment on se procure la boîte? Site internet. D'accord. Uniquement sur internet pour le moment. Et on le retrouve est sur le livré. site de Mille et une Oui, Vies. et on le retrouve sur le site de Mille et une Vies. Bon, c'était absolument passionnant. Oui, bien sûr. Merci Charlotte, à c'est tous normal. pour ces initiatives. Vous pouvez lire L'instinct de vivre pour trouver des clés probablement et redonner du sens à ce drame qui est celui de perdre son enfant pendant la grossesse ou à sa naissance. Merci de tout cœur d'être venu nous voir. Ce thème était passionnant et cette discussion avec vous ô combien enrichissante. Vous êtes tous des exemples de ceux qui font de leur vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est une citation avec laquelle j'aime bien terminer cette émission et vous en êtes des exemples. Merci de votre confiance, Laetitia, d'être venue nous voir. Merci à tous les dénicheurs et merci à vous d'avoir accompagné notre invité. Merci beaucoup. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, mercredi, vous serez fasciné par le témoignage de Marine Barnerias. La vie de cette jeune fille connaît un tournant décisif le jour où elle apprend qu'elle est frappée d'une maladie incurable, un électrochoc pour Marine qui se lance alors dans un voyage initiatique en quête d'elle-même. Le neurologue me dit écoutez, vous êtes atteinte d'une sclérose en plaques, je vais finir ma tournée et puis je repasserai vous voir demain. Ça a été hyper violent. C'est la paranoïa qui s'installe. J'avais des fourmillements et je me mettais à courir sans m'arrêter. Cette maladie, elle m'a permis de me rendre compte que c'est pas parce qu'il y a un mot qui arrive sur quelque chose que ça va m'empêcher de réaliser mes rêves. On a tous des peurs, mais on est tous capables de le faire.